C'est le projet d'un homme qui aurait emmené sa famille en vacances pour la tuer. Un père qui aurait exécuté de sang-froid ses 2 enfants et son épouse. Un acte prémédité, une tuerie planifiée depuis longtemps. Les chances qu'il se soit procuré l'arme sur l'île sont considérées comme faibles par les enquêteurs. Un drame familial en plein mois d'août, un scénario que rien ne laissait présager jusqu'ici. Ce monsieur me paraissait très bien, paraissait aimer ses enfants, s'en occuper, c'était une famille qui me semblait unie. Alors que s'est-il vraiment passé le soir du meurtre? Ce père a-t-il supprimé seul sa femme et ses enfants? Pourquoi aurait-il voulu en finir avec la vie? Derrière lui, Stéphane Saada, 50 ans, a laissé une lettre et 3 cadavres. C'est un jour de vacances ordinaire, un jour de soleil, près de la mer sur l'île de Beauté. Lorsqu'à 17h, ce lundi 29 août 2011, des gendarmes débarquent en trombe dans cette résidence Capo Rosso, une résidence pour vacanciers à une quinzaine de kilomètres de Calvi, en Haute-Corse. Ils sont à la recherche d'un homme qui passe ses vacances en famille dans l'un des 30 appartements de cette copropriété. Un touriste venu ici pour la semaine que les gendarmes veulent absolument trouver, et tout de suite. Car cet homme est probablement l'auteur d'une lettre extrêmement inquiétante. Une lettre envoyée au sous-préfet de Calvi quelques jours plus tôt. Un homme qui déclare qu'il veut en terminer et entraîner avec lui toute sa famille. Cette lettre est signée par un certain Stéphane Saada. L'appartement qu'il occupe est situé dans ce bâtiment central, au rez-de-chaussée. De l'extérieur, rien d'anormal en apparence. Les stores sont fermés. Sur l'étendoir, les serviettes et maillots de bain sèchent encore. Tout laisse penser que la famille s'est absentée un moment. Mais les gendarmes veulent en avoir le cœur net et ils décident de forcer la porte de l'appartement. Lorsqu'ils pénètrent à l'intérieur, les gendarmes de Calvi sont face à une scène d'horreur. Celle d'une famille décimée, tuée par arme à feu, des cadavres déjà en état de décomposition. Les gendarmes sont arrivés trop tard. Donc je vous confirme ce soir la découverte de 4 corps, un homme, une femme et 2 enfants de 10 et 11 ans. Les investigations sont en cours pour déterminer ce qui s'est passé dans cet appartement. Le scénario macabre évoqué dans la lettre semble s'être réalisé. Les gendarmes de Calvi mettent en place un périmètre de sécurité autour de la scène de crime et demandent immédiatement des renforts. Il y a un dispositif très important qui a été mis en place tout de suite, très rapidement. Donc les gendarmes de Calvi sont arrivés les premiers sur les lieux et c'est la section de recherche d'Ajaccio qui a tout de suite été chargée de l'enquête. Évidemment, les techniciens en identification criminelle sont arrivés de Bastia pour pouvoir procéder au relevé, pour pouvoir étudier la scène de crime. Il faut savoir aussi qu'il y avait Jean-François Lelièvre, qui est le préfet de police, qui était également sur les lieux. Donc un dispositif qui était tout de suite très important. Au total, 25 enquêteurs se rendent sur les lieux du drame. Durant plusieurs heures, ils passent au peigne fin la résidence de Capo Rosso. À l'intérieur de l'appartement, les gendarmes découvrent plusieurs indices, notamment une carabine, peut-être l'arme ayant servi au meurtre. Elle est posée au sol, juste à côté du cadavre de Stéphane Saada. Une disposition qui laisse supposer que le père de famille aurait pu tirer sur son épouse et ses enfants avant de retourner l'arme contre lui. Sur les lieux, les gendarmes trouvent aussi des médicaments. Les enquêteurs ont imaginé, ou du moins essayent de savoir, si les victimes n'ont pas été droguées avant d'être abattues. Une carabine, des médicaments,
la piste du père assassin se profile. D'autant qu'une seconde lettre est retrouvée dans l'appartement. Un nouveau message qui ressemble presque mot pour mot au premier envoyé par la poste au sous-préfet. Cette lettre est elle aussi signée du nom de Stéphane Saada et le contenu est quasi identique, un dessin très clair. L'homme désigne encore, donne encore ses attentions et parle encore de mettre fin à ses jours et d'entraîner avec lui toute sa famille. 2 lettres presque semblables, une carabine, des médicaments et aucune trace d'effraction à l'extérieur de l'appartement. Pour les enquêteurs, ces éléments attestent la thèse d'un drame qui s'est joué en vase clos. Le père de famille semble bel et bien avoir assassiné sa femme et ses 2 enfants. Avoir exécuté de sang-froid Corinne, son épouse, Paul, 12 ans, Claire, 10 ans. Si Stéphane Saada a éliminé sa famille, a-t-il agi seul? Quelqu'un d'autre a-t-il pu tout orchestrer pour faire accuser Stéphane Saada? Les gendarmes vont mener l'enquête. Stéphane Saada est-il vraiment le meurtrier? L'hypothèse semble irréelle. Pourquoi cet homme aurait-il choisi la Corse, son lieu de vacances, pour assassiner ses proches? Un coin de paradis dans lequel seuls quelques centaines d'habitants vivent à l'année. Les habitants, ceux qui demeurent à Algajaude se connaissent tous. On se tutoie pour la plupart, donc on se connaît bien. À Caporosso, les Saada vivent dans un appartement que la belle-sœur de Stéphane Saada leur a prêté pour quelques jours. C'est la première fois qu'ils viennent ici. Dans leur enquête de voisinage, les gendarmes ont donc bien du mal à recueillir des informations sur les habitudes de cette famille, car ici, personne ne les connaît. Nous, ici, dans cette copropriété, nous avons des gens qui ne mêlent pas de la vie des autres. Nous sommes tous copains, voilà, on ne se mêle pas de la vie des autres. Et a priori, ces gens-là n'avaient pas envie de lier avec d'autres personnes, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête? On n'en sait rien, quoi. Ça reste un mystère. Je les ai vus une fois, je leur ai dit bonjour, parce que j'ai souvent, et dans ma nature, de dire bonjour à tout le monde. Maintenant, sur le moment, j'ai trouvé ça bizarre que 4 personnes ne relèvent pas leur tête, ne s'adresse pas à moi même pour me faire un sourire. Bon, je ne suis pas là pour... c'est vrai qu'on n'est pas obligé de répondre à ça. Mais si personne n'a vraiment parlé avec la famille Saada, quelqu'un a peut-être remarqué un détail étrange ces derniers jours. Quelqu'un a peut-être vu ou entendu quelque chose. Pour les gendarmes, l'élément le plus anodin pourrait être un nouvel indice et pourrait les mener sur une piste. C'est arrivé sous nos yeux et on n'a rien vu. On n'a rien vu parce qu'on ne connaissait pas les gens et qui se sont enfermés chez eux pour partir tous en famille. Et ça, ça fait froid dans le dos. Oui. Franchement, ça fait froid dans le dos. On n'a rien entendu, ce qui est d'ailleurs bizarre parce que si on nous parle de feu, si on nous parle d'une arme, il devrait y avoir un minimum de bruit à travers une arme. Il n'y en a pas eu du tout. Donc on peut supposer silencieux, oreiller ou pas. Mais le voisin du dessus, d'après ce qu'il m'a dit, il a entendu à une certaine heure un grand boom, c'est-à-dire un poids qui est tombé. Donc il a pensé que c'était un de ses petits-enfants qui est tombé du lit. Donc ça l'a marqué. Les recherches semblent vaines. Visiblement, personne ne s'est introduit chez les Saada. Personne ne semble être venu pour les assassiner. Mais les enquêteurs recueillent finalement un témoignage intéressant, celui d'une voisine qui raconte avoir été dérangée par une odeur désagréable. La voisine qui habite au-dessus, sur le côté gauche, elle a commencé à penser qu'il y avait un problème avec son congélateur ou son frigidaire, une odeur désagréable, donc elle a commencé à nettoyer son appartement en pensant que ça venait de chez elle. Or, l'odeur, il est évident aujourd'hui que c'était les 4 victimes, même après 2 jours avec les chaleurs qu'il y a eu,
ça a amené cette odeur-là. Une odeur forte qui émanait de l'appartement de vacances des Saada. Une puanteur qui s'était répandue depuis quelques jours. Pour les gendarmes, cet élément concorde avec l'état des cadavres découverts, des corps en décomposition. La famille Saada semble bel et bien avoir été assassinée depuis quelques jours. En l'absence d'autres protagonistes, le scénario se dessine peu à peu. Pour les enquêteurs, le père semble être le tueur. Mais une question essentielle taraude encore les enquêteurs. Ce crime tient-il d'un coup de folie ou est-il le dénouement tragique d'une exécution organisée et préméditée ? Stéphane Saada a-t-il planifié l'exécution de ses proches ? La lettre envoyée au sous-préfet de Calvi le laisse penser. Cette lettre dans laquelle il annonce son geste, le père de famille l'a écrite plusieurs jours avant de partir en vacances, depuis chez lui, à Grenoble, le 18 août. Stéphane Saada aurait ensuite pris la peine de l'emporter avec lui dans ses bagages et une fois arrivé en Corse, il l'aurait conservée plusieurs jours avant de la poster. On sait encore peu de choses sur la date de leur arrivée en Corse, c'est assez imprécis. On sait qu'ils sont arrivés, on imagine, entre le dimanche 21 et le lundi 22 août. Et ça reste encore très imprécis, mais visiblement, on pense que c'est la première fois qu'ils venaient en Corse, mais on n'en sait pas plus, encore une fois là-dessus. On n'en sait pas plus. La lettre a été postée le vendredi. Stéphane Saada l'a donc gardée 4 ou 5 jours avec lui avant de l'expédier, juste avant de tuer sa famille. Un pli qui arrive sur le bureau du sous-préfet, mais trop tard. Stéphane Saada a déjà eu le temps d'exécuter tout le monde. La préméditation est donc privilégiée par les enquêteurs. La lettre en est la marque la plus évidente. Mais un autre élément appuie cette hypothèse. Stéphane Saada aurait aussi apporté avec lui l'arme du crime, la carabine qui aurait tué sa femme et ses enfants. Stéphane Saada n'était pas connu comme étant chasseur. On se demande s'il a apporté l'arme avec lui depuis Grenoble. Si oui, est-ce que sa famille était au courant ? Sachant que c'est l'hypothèse la plus probable puisque les chances qu'il se soit procuré l'arme sur l'île sont considérées comme faibles par les enquêteurs. Une lettre et une carabine dans ses valises, une épouse et des enfants qui ne se sont doutés de rien. Personne n'a rien vu venir. On nous a appelés la veille de partir. On a souhaité bonnes vacances, bien entendu. Elle était contente. Les petits vont prendre le bateau. Tout était bien. Pourquoi un tel crime ? Dans sa lettre qu'il envoie au sous-préfet, le père de famille se dit dépressif et aurait justifié son geste par des problèmes d'ordre professionnel. Les enquêteurs se penchent alors sur cette piste et décident de passer au crible la vie du couple. Les gendarmes partent sur les traces de cette famille, à Grenoble d'abord, là où les Saada habitaient. Les gendarmes grenoblois sont venus perquisitionner l'appartement de Stéphane Saada. Ils ont également fouillé le garage, perquisitionné à la recherche d'indices, de documents qui pourraient expliquer effectivement le geste de ce père de famille. Mais dans l'appartement et le garage, les gendarmes ne font aucune découverte. Alors ils interrogent aussi les habitants de l'immeuble des Saada. Des voisins proches susceptibles de les renseigner sur le mode de vie de la famille. Ce monsieur me paraissait très bien.
paraissait aimer ses enfants, s'en occuper. C'était une famille qui me semblait unie. Elle était assez effectivement liante, enfin assez parlant avec nous. Mais j'allais travailler souvent, donc je les croisais comme ça. Elle prenait son vélo, elle partait. Et surtout, je voyais les petits s'amuser dans la cour, puisque moi, ma voiture, je la garais souvent sur le terre-plein, là derrière. Et donc je voyais les petits avec des vélos, s'amuser et être très gais, quoi. Tout avait l'air d'aller bien. Les enfants sont scolarisés juste à côté. Claire étudie dans cette école en face de leur appartement. Son frère Pierre devait faire son entrée en 5e dans ce collège du quartier. 2 enfants, sans problème. Oui, parce que bien élevés en plus, les enfants. Pas le genre, parce que vous en avez, ils font du bruit, ils hurlent, ils vous rentrent dans les pieds parce qu'ils jouent, enfin ils sont avec un vélo ou je sais pas quoi. Pas du tout, non, plutôt bien élevés. Plutôt lisse. Une image d'Épinal, une famille unie, en apparence. Personne ne s'explique ni pourquoi ni comment cette famille a pu tomber dans l'horreur. Pas même la famille proche. Pas de présage de faire une chose pareille, non. Il n'était pas dépressif, non. Le mari et la femme travaillent tous les deux. Corinne Saada, 51 ans, est secrétaire médicale dans cet hôpital de Grenoble. Stéphane, lui, vient de vivre un bouleversement professionnel. Ce que m'ont dit les voisins de Stéphane Saada, c'est qu'effectivement, il était au départ informaticien, analyste programmeur précisément, et que visiblement les choses ne se sont pas très bien passées dans son travail. Alors est-ce qu'il y a eu un problème dans sa boîte? On ne sait pas exactement. Toujours est-il que lui-même disait que l'informatique ne l'intéressait plus et qu'il avait décidé de devenir artisan du bâtiment, faire de la peinture, de la rénovation dans des logements. Et donc il avait pris le statut d'auto-entrepreneur. Et visiblement, selon les voisins, selon un voisin que j'ai rencontré, il m'a expliqué que c'était un passage extrêmement difficile, ce changement d'activité. C'est sur le plateau du Vercors que Stéphane Saada développe son activité professionnelle, à plus de 30 km de chez lui. Depuis quelques mois, le père de famille y passe la majorité de son temps. Il y possède une résidence secondaire achetée depuis une dizaine d'années. Avait-il des problèmes financiers qu'il n'aurait pas avoués à son épouse? Dans sa lettre, Stéphane Saada évoque juste des difficultés professionnelles. Stéphane Saada a-t-il pensé mettre fin à son mal-être en supprimant avec lui toute sa famille? Je pense que c'est Dupont de Ligonnès qui lui a donné l'idée. Parce qu'à mon avis, c'était préparé, ça, prémédité. Si Stéphane Saada a bien éliminé sa famille, les raisons de son acte sont encore floues. Le secret se cache peut-être sur le plateau du Vercors. À Montélimar, le geste meurtrier d'un père. De sa propre main, il noiera ses 3 enfants. Mais le coupable, était-ce lui ou son double maléfique? L'histoire de Pierre Joly, c'est l'histoire de la descente aux enfers d'un père de famille qui un jour décide de tuer ses 3 enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus grave qu'ôter la vie à ses 3 enfants? Comment ce père visiblement si attentionné en est-il venu à éliminer ses propres enfants? C'est les enfants qui sont utilisés comme projectiles dans un conflit entre les parents. Une histoire de couple qui dégénère en meurtre familial. Mais cette séparation suffit-elle à expliquer un tel acte? C'est une mère de famille très inquiète qui débarque ce jour-là au commissariat de Montélimar. Elle n'a plus aucune nouvelle de ses 3 enfants depuis près de 48 heures. Elle s'est présentée au commissariat de police de Montélimar et elle a signalé que ses enfants n'étaient pas revenus. Et à partir de là,
il y a eu une recherche. Samantha, Yannick et Laetitia sont partis en week-end à la montagne avec leur père. C'est à son tour d'avoir la garde, le couple étant en instance de divorce. Les policiers de Montélimar se rendent au domicile de Pierre Joly, mais personne ne répond. Ils sollicitent alors leur collègue de Chambéry, où le papa a emmené ses enfants chez sa nouvelle compagne. Une patrouille se rend là-bas. L'homme ouvre la porte en expliquant que ses 2 filles et son fils sont à Montélimar. Les policiers de la ville retournent alors sur place vérifier ce qu'il dit. Il était 17h30, 17h45 à peu près. Et là, il a fallu escalader tout d'abord le mur de clôture qui fait plus de 2 mètres. Donc, on s'est servi du véhicule, on est monté sur le véhicule et on est arrivé dans le jardin. Et là, dans le jardin, tout était une sensation bizarre où tout était calme, pas un bruit, tout était clos. Donc on a tapé quand même à plusieurs reprises au volet, à la porte, sans réponse. Donc on a fait le tour de la maison. Et là, on a réussi à rentrer dans le garage par la porte de service. Un calme extérieur qui contraste fortement avec le champ de bataille découvert en pénétrant à l'intérieur. Dès qu'on rentre dans le couloir de la maison, on peut voir des trous énormes faits à coups de pioche. Au fond du couloir, dans le salon, on voit une cheminée qui est à moitié détruite. Et en progressant jusqu'aux chambres, là, c'est les fenêtres qui sont arrachées, jetées sur les lits, les armoires qui ont été vidées, des trous dans tous les murs. Il n'y a qu'une pièce en fait, qui est fermée, c'est la salle de bain. L'atmosphère est pesante. À quoi faut-il s'attendre dans cette salle de bain après avoir vu un tel chaos? La question se pose forcément et la réponse est terrifiante. Dès que j'ai ouvert la porte, en fait, j'ai remarqué une tête tournée vers le mur opposé et j'ai pensé que quelqu'un se baignait, naturellement. Donc j'ai d'abord refermé un instant la porte en demandant à la personne de s'identifier et j'ai pas eu de réponse. Donc je suis entré à ce moment-là dans la salle de bain et je me suis approché. Et là j'ai vu qu'il s'agissait d'une enfant qui était décédée et qui avait la tête à moitié immergée. Une scène d'horreur qui pétrifie le policier. Et à ce moment-là, en tournant la tête, j'ai vu qu'à ses pieds se trouvaient 2 corps d'autres enfants qui étaient aussi noyés et totalement immergés. Les corps sans vie de Samantha, 12 ans, Yannick, 6 ans et Laetitia, 4 ans, entassés dans la baignoire. Que s'est-il passé? Pour toute explication, une lettre de 3 feuillets posée sur la table de la salle à manger, étrangement laissée intacte. Sur les 3 papiers, il y avait une feuille où il était marqué que c'était Madame Joly qui avait changé les règles, que tout, en gros, tout était de sa faute. Il y a un 3e mot, celui qui m'a le plus choqué, je dirais, où il était marqué « Les enfants, je vous aime », signé Papa. Pierre Joly a donc laissé une trace. Est-ce bien lui le coupable? À Chambéry, les forces de l'ordre ont pour mission de le retrouver le plus rapidement possible. Ils sont en voiture tous les 2, ils sont activement recherchés par les forces de l'ordre. D'ailleurs, il y a une géolocalisation qui va se faire par l'intermédiaire du téléphone portable. L'interpellation se passera assez sereinement. Il n'y aura pas de violence ni de résistance de Pierre Joly lors de l'interpellation. Une arrestation qui va intervenir le lendemain du drame, en fin de journée, sur un parking à Cognien, près de Chambéry. Et très rapidement, Pierre Joly va passer aux aveux. Tuer ses propres enfants, insoutenable et impensable. Comment Pierre Joly a-t-il pu noyer ses 2 filles et son fils? Comment en est-il arrivé là? Ça fait des semaines qu'il s'est fait prêter une espèce de fusil à plomb par un de ses camarades de travail à qui il a dit j'ai des chats errants dans mon jardin, je suis allergique aux chats, je veux m'en débarrasser, je veux leur faire peur.
Un prétexte, évidemment. Pierre Joly pense utiliser l'arme pour tuer ses enfants. Lors de sa garde à vue, le père va expliquer aux policiers qu'il s'est servi de la carabine pour tenter d'abattre sa fille aînée, Samantha. Pierre Joly explique qu'il a tiré sur elle alors qu'elle était en train de dormir dans sa chambre, un tir à bout portant dans la tempe. Heureusement, le plomb ne fait que blesser légèrement l'adolescente. Elle a mal, elle va s'enfermer, elle est paniquée, elle va s'enfermer dans les toilettes. Pendant 5 à 10 minutes, il va se faire enjôleur, il va se faire ma petite chérie, sors de là, viens, je vais te soigner, je vais t'essuyer, t'inquiète pas. Il remplit la baignoire de son côté en lui disant qu'il va lui faire un shampoing, qu'il va la soigner, qu'il va s'occuper d'elle. Et il réussit à la convaincre, et la gamine qui est enfermée dans les toilettes avec le sang qui coule, finit par ouvrir la porte. Il la câline, il la cajole, il lui masse le dos, et petit à petit, il lui pousse la tête dans l'eau, et là, il va la noyer. Un scénario qui va se répéter pour Yannick et pour Laetitia. L'un après l'autre, noyés, mais sans un coup de feu tiré. Les mêmes gestes ou presque, un enchaînement diabolique. Et ça va prendre, de mon point de vue, de ce qu'on a pu calculer, environ 20 bonnes minutes. Après ce triple infanticide, et après avoir mis à sac la maison familiale, Pierre Joly reprend la route et retourne dans les Alpes. Il vient de tuer ses 3 enfants, et d'une façon atroce, et décide d'aller se suicider. 3 heures de route, Pierre Joly est sur ce pont, à mi-chemin, entre Annecy et Genève. Il a décidé d'en finir avec la vie. Il va sauter dans le vide. Et puis au tout dernier moment, il hésite. Il téléphone à Sylvie, sa petite amie, qui va venir le récupérer sur le pont. Elle le prend à bord de sa voiture et elle l'amène à son domicile. Et c'est que plus tard qu'ils reviennent chercher sa voiture à lui. Ce qui veut dire qu'il y avait quand même une précipitation qu'elle tenait à l'emmener loin de ce lieu, loin de ce pont, parce qu'elle avait compris qu'il y avait un danger. Sylvie sait que le divorce de son compagnon le préoccupe. Mais a-t-elle compris qu'il vient de commettre l'irréparable? Il ne lui dit pas, il vit avec ce secret toute la journée du mardi et une bonne partie de la journée du mercredi. Il lui dit pas, ils passent la journée ensemble, elle le trouve bien particulier, bizarre, elle lui donne des cachets parce qu'elle le sent dépressif. Mais il ne s'est pas confié à elle. Le mutisme de Pierre Joly avant de tout déballer le lendemain. Lors de son interrogatoire en garde à vue, il va reconnaître les faits. Les enquêteurs vont maintenant tenter de comprendre ce qui lui est passé par la tête. Pierre Joly, 37 ans, vient de basculer dans l'horreur. Comment ce père, si protecteur, a-t-il pu tuer ses enfants? Quel homme se cache derrière le monstre? La plupart des gens qui parleront de lui diront tous la même phrase: ses enfants, c'était la prunelle de ses yeux. C'est-à-dire que c'était un vrai papa poule, un père qui faisait tout avec ses enfants, qui les amenait partout. Et je vous dis, ce qui m'a le plus perturbé lorsque j'ai rencontré Pierre Joly la première fois, c'est la manière dont il m'a parlé de ses enfants, avec un amour absolument indicible, incroyable. Un papa poule fou de ses enfants. Les enquêteurs et le magistrat sont sidérés par la double personnalité de Pierre Joly. Quand je suis allé dans cette maison, j'ai été surpris par alors ce qu'il en restait, puisque la maison avait été saccagée, mais il y avait des endroits qui avaient été épargnés, notamment dans la cuisine, où on avait
des photos des enfants, des poèmes des enfants. Il y avait énormément de photos. On ne voyait pas sur les photos le visage crispé des enfants. Ils étaient heureux, ils étaient souriants. Des poèmes, vous savez, les poèmes que les enfants font à leur père et leur offrent pour la fête des pères étaient accrochés et punisés dans la cuisine. En apparence donc, tout allait bien. Ça sentait le bonheur. On avait l'impression d'une famille qui avait vécu normalement, dans une atmosphère paisible. Apparence trompeuse. Le couple Joly traverse régulièrement des périodes difficiles. Et puis, il y a un malentendu fondamental, une vieille incompréhension. Pierre Joly ne voulait qu'un enfant, contrairement à son épouse. Sans parler de ce manque lancinant. Il m'a confié qu'avec Myriam, ça n'allait pas au niveau des relations intimes. C'est-à-dire que Myriam était trop classique, trop traditionnelle, trop ou pas assez. Je ne sais pas exactement. Pierre Joly va prendre une maîtresse et le jeu va s'éterniser. En revanche, avec sa nouvelle amie, c'était beaucoup plus riche, que sa nouvelle amie était libérée et que de ce côté-là, était beaucoup plus épanouie. Son épouse Myriam apprend que Pierre a une maîtresse. Elle va tout tenter pour l'en éloigner. Après des années à Chambéry, la famille Joly va déménager et s'installer à Montélimar. Elle lui avait pardonné, elle lui avait donné une chance. Il s'était donné la possibilité de repartir à zéro en venant sur Montélimar, en déménageant sur Montélimar. Elle préservait sa famille, elle préservait son couple. Malgré tous les efforts de Myriam, le couple est dans l'impasse. Il est arrivé un moment, face aux mensonges répétés de son mari, face aux trahisons de son mari, où elle ne pouvait plus supporter ça. Il y a un moment où elle a fait le choix où elle a fait le constat plutôt que son couple ne pouvait plus être sauvé et qu'il fallait donc peut-être passer à autre chose et mettre en place une procédure de divorce. Pierre Joly et son épouse décident alors de vivre chacun de leur côté. Elle prend un appartement et lui continue à vivre dans la villa familiale avec les enfants. Au début, le couple parvient à s'entendre pour savoir qui va s'occuper de Samantha, Yannick et Laetitia. Mais progressivement, la communication n'est plus possible et le ton se durcit. Leurs relations prennent une tournure de plus en plus conflictuelle. Myriam a peur pour ses enfants. Dans la procédure de divorce, elle va demander la garde exclusive de leurs 3 enfants. Quelques jours avant les faits, Pierre Joly va recevoir une requête en divorce, ce qui signifie que son épouse a changé d'avis, qu'elle ne veut plus de divorce à l'amiable. Et dans cette requête, il va lire que son épouse sollicite pour lui qu'il bénéficie sur ses enfants d'un droit de visite en lieu neutre. C'est-à-dire, traduit en langage clair, ça veut dire que je ne prends pas mes enfants pour les amener chez moi, je vais voir mes enfants dans une institution dont c'est le travail, que de me mettre en présence de mon enfant, éventuellement avec un tiers. Ça, c'est quelque chose que Pierre Joly ne supportera pas. Et ça, je pense que ça va initier la cassure majeure dans son esprit et dans sa psyché, qui fait que là, il va perdre complètement le contrôle de ses actes, véritablement. La volonté de rupture de sa femme serait donc l'élément déclencheur. Manifestement, Pierre Joly est à bout, mais une réaction aussi violente était-elle prévisible ? Pierre Joly a une personnalité assez particulière. On en rencontre tous des gens comme ça. C'est des gens pour qui, en apparence, tout va toujours bien. Il n'y a aucun problème. Ils s'occupent de tout. Ils gèrent parfaitement leur vie. Vraiment, c'est des gens qui sont tout à fait lisses. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que derrière ce type de personnalité, chez certains d'entre eux, finalement, tout est à l'intérieur. Et toutes les failles, toutes les attaques, finalement, à l'âme de ce garçon, il n'en laisse rien paraître. Mais ça joue un peu le rôle de la cocotte minute. C'est-à-dire que les choses s'amoncellent à l'intérieur, jusqu'à un moment donné, même lui ne soit plus en mesure de contrôler tout ça. Les experts vont tenter de mieux comprendre sa personnalité. Assez psychorigide, il ne supportait pas vraiment qu'on lui apporte la contradiction dans ses dires. Donc un être colérique aussi, colérique, et je crois que c'est sa colère, son tempérament coléreux,
explique au moins en partie les actes qu'il a commis. Pierre Joly, irascible, dominateur, qui aime contrôler la situation. Sa maîtresse d'un côté, sa femme qui s'occupait des enfants de l'autre, il alternait entre les deux, tout ça lui convenait parfaitement bien. Et puis, lorsqu'il a compris que son épouse lui échappait et qu'elle remettait en question ce que lui pensait être la règle, sa règle, je pense que ça a été le début du dérapage. Un triple infanticide. Pierre Joly ne se souvient plus de son passage à l'acte. Sa justification, dit-il, c'était un autre que moi. Reste à savoir s'il va en dire davantage lors de son procès. « 3 février 2010, l'ouverture du procès de Pierre Joly. L'accusé va-t-il fournir des explications ? Tout le monde, à commencer par la mère des 3 victimes, attend qu'il raconte comment il a pu en arriver là. Il ne me dira jamais « j'ai pas fait ». Mais il va me dire « je ne me rappelle plus de ce que j'ai fait ». Sa mémoire a flanché. Pierre Joly ne se souvient plus de ce jour dramatique où il a tué ses enfants. C'est du moins sa version. Pour la partie adverse, elle n'est absolument pas convaincante. C'est un trou noir de circonstances. Parce que je pense qu'il refuse d'en parler parce qu'il a pris conscience de l'horreur de ce qu'il avait fait. Et ça lui est extrêmement difficile d'affronter les gens en parlant de ce qu'il a fait. Un procès comme le prolongement du cauchemar pour Myriam, la maman de Laetitia, Yannick et Samantha. C'est une femme détruite, elle le dit elle-même. C'est une femme qui s'est fait qui s'est fait tatouer sur le bas-ventre, sur les ovaires, a-t-elle dit. Elle s'est fait tatouer les 3 initiales de ses enfants. Et si ma mémoire est bonne, ça écrit le mot Lys, L-Y-S. Lys comme Laetitia, Yannick et Samantha. Ces 3 enfants assassinés par leur père. Lorsque Pierre Joly est à la barre, il semble complètement détaché. Surprise, voire stupéfaction dans la salle d'audience. On a face à nous un homme qui tout d'un coup raconte que depuis qu'il est en prison, en gros, il a retrouvé un équilibre, il est coiffeur, ça va bien, il fait un peu de la gym. Et là, on se dit, mais on parle de quoi on parle, quoi. Pierre Joly risque la réclusion criminelle à perpétuité. Quel est son état d'esprit ? Il y a matière à s'interroger. Lui, il ne se trouve aucune excuse. Lui, il souhaiterait que la peine de mort soit rétablie pour qu'on en termine et qu'on l'exécute. Pierre Joly comparaît aux assises pour assassinat, c'est-à-dire pour avoir prémédité les meurtres de ses enfants. Avait-il l'intention de supprimer Samantha, Yannick et Laetitia ? En tout cas, il s'est servi d'une carabine pour tenter d'abattre sa fille aînée. Alors, quelle déduction en tirer ? La veille du meurtre de ses enfants, il a consulté des sites sur les armes à feu et sur les effets des munitions. Ça veut dire qu'il se posait des questions sur ce qu'il allait faire avec cette arme. Il est peut-être fou, mais il n'est pas débile. S'il avait voulu préparer et s'il était allé chercher sur Internet la preuve que l'arme qu'il avait en sa possession était la bonne pour faire ce qu'il voulait faire, il en aurait choisi une autre. Parce que ça ne pouvait pas être utilisé. D'ailleurs, malheureusement, les faits ont donné raison à cette thèse. Le tir n'ayant pas été fatal à Samantha. Finalement, la préméditation ne va pas être retenue après une bataille d'experts. Les divergences portent sur la notion de pleine responsabilité. En clair, Pierre Joly était-il totalement conscient ou non de ses actes ? Une énigme. La conclusion pour la justice, c'est que Pierre Joly n'était pas lucide à 100%. Dans son cas, c'est ce qui est considéré comme un raptus mélancolique.
La mélancolie, j'étais comme vous, je pensais que c'était une notion plus d'ordre poétique que psychiatrique, alors que la mélancolie, c'est la forme la plus grave de la dépression. Et le raptus mélancolique, c'est le passage à l'acte dans ce cadre-là. Et il y a plusieurs étapes. Ce n'est pas l'histoire de quelques minutes. Ça ne démarre pas d'un coup et ça ne s'arrête pas d'un coup. Le raptus mélancolique, c'est quelque chose qui peut durer plusieurs jours. Les experts, lorsqu'ils sont entendus par la cour d'assises et qu'ils sont questionnés sur ce point, viennent confirmer le fait que pour eux, tout ce qui se passe dans les jours qui précèdent procède de la même absence de conscience de la part de Pierre Joly. Il n'aurait donc pas été conscient de ses actes. Une thèse, mais il y en a une autre, avancée lors du procès. Pierre Joly aurait agi de cette façon parce qu'il le voulait, pour une raison bien précise. C'est l'impossibilité de contenir sa colère, sa haine, et la nécessité impérieuse de se venger de l'autre. On fait plus de mal en supprimant les enfants à la personne qu'on hait ou qu'on déteste, qu'en tuant directement la personne. Mais il s'inflige une douleur aussi. Il s'inflige une douleur, mais l'important c'est la douleur qu'on inflige à l'autre. À mon sens, c'est quelqu'un qui a un objectif et qui veut y arriver. Et l'objectif, c'est ma femme veut s'en aller, elle veut me prendre les enfants, elle les aura pas. Et pour pas qu'elle les ait, je vais les tuer. Après 4 jours de procès, le verdict tombe. 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 20 ans incompressible. Aujourd'hui, Pierre Joly est incarcéré dans le sud-ouest de la France. Il se fait appeler différemment, car il ne supporte plus ni son nom, ni son prénom. À Cognac, un mystère vieux de 40 ans. Toute une famille volatilisée le soir de Noël. De nouvelles techniques, plus récentes, plus pointues, permettront-elles d'en savoir enfin plus? C'est une énigme qui dure depuis plus de 40 ans. La famille Méchineau a disparu le soir de Noël 1972. Comment peut-on disparaître sans laisser de traces? Depuis, leurs proches qui n'ont aucun élément auquel se raccrocher attendent des réponses. On ne peut pas faire deuil d'une famille sans avoir rien retrouvé. Contre toute attente, justice et enquêteurs décident de relancer les investigations en novembre 2011. Vont-ils enfin réussir à percer le mystère de cette troublante disparition? Juste après les fêtes de Noël 1972, le courrier s'entasse dans la boîte aux lettres de la famille Méchineau. Les volets de leur maison sont clos. Jacques, Pierrette, Bruno et Éric semblent s'être volatilisés. Le 27 décembre, l'un de leurs proches, inquiet, signale leur absence. Un beau-frère de Jacques et Pierrette Méchineau va voir les gendarmes pour dire « c'est bizarre, mon beau-frère et ma belle-sœur n'ont pas donné signe de vie, c'est anormal, ils ne sont pas chez eux, ils ne nous ont rien dit et leur maison est fermée ». Les gendarmes veulent alors connaître l'emploi du temps de la famille Méchineau pendant les fêtes. Ils apprennent que Jacques Méchineau a pris 8 jours de congé, des vacances qui viennent de commencer. Il était normal qu'une famille ou des personnes puissent être absentes de chez eux pendant quelques jours, voire une semaine ou plus, parce que peut-être partis en vacances, faire un tour en famille. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones comme aujourd'hui, les téléphones portables, les SMS. Les proches de Jacques, Pierrette, Bruno et Éric attendent donc leur retour. Mais les jours passent et ils ne reçoivent aucun signe de vie. Le 6 janvier, ni les enfants ne sont réapparus à l'école et ni le papa, qui travaillait à l'entreprise Saint-Gobain, n'a repris son travail. Quant à Pierrette, son épouse, elle est introuvable. Ce sont 4 personnes qui ont disparu, une famille entière. À l'époque, il n'y avait pas ce processus aujourd'hui que l'on qualifie processus de disparition inquiétante. Au départ, c'est essentiellement une recherche dans l'intérêt des familles qui est ouverte par la gendarmerie, avec donc les signalements des personnes.
Les enquêteurs commencent par se rendre dans la maison du couple à Boutier-Saint-Trojan. Là, ils découvrent des cadeaux au pied du sapin pour les enfants, ainsi qu'une dinde prête à cuire dans le frigo, des huîtres prêtes à être ouvertes. Les cadeaux n'ont pas été déballés, la nourriture pas consommée. La famille n'a donc apparemment pas passé les fêtes chez elle. Mon frère, le soir du réveillon, était chez des amis à Cognac. Le lendemain, il devait être chez lui avec ses enfants. On devait se voir après le 1er de l'an, pour les vœux. Mais Jacques, Pierrette et leurs 2 enfants ne sont jamais venus. De toute évidence, ils n'ont pas déjeuné chez eux le 25 décembre comme prévu. Les enquêteurs cherchent alors à en savoir plus sur la soirée du 24 décembre. C'est la dernière fois où la famille Méchineau a été vue. Il est de notoriété publique que cette famille s'était rendue chez des amis à Cognac pour passer le réveillon. Les amis sont évidemment interrogés et ils confirment que les Méchineau sont bien venus chez eux. Ils ont réveillonné ensemble, une soirée qui s'est bien passée, puis Jacques, Pierrette et leurs 2 enfants les ont quittés. Vers 1h du matin, ils repartent, a priori pour rentrer chez eux. Donc Jacques commence par faire chauffer la voiture, puis Pierrette monte dans la voiture avec les enfants, disent au revoir à leurs amis, ils partent. On connaît le point de départ, mais on ne sait pas l'arrivée. Est-ce qu'ils sont repassés chez eux? On ne sait pas. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé après leur départ de chez leurs amis. Jacques, Pierrette et leurs 2 enfants ont peut-être disparu sur ce trajet. C'est en tout cas à ce moment-là que l'on perd leurs traces. Et d'après les témoignages, ils sont partis autour de minuit, 1h du matin. Donc minuit, 1h du matin, ici c'est pas la région parisienne. Hein. La circulation, minuit, 1h, un soir de Noël, les gens ils sont soit encore en train de réveillonner ou soit en train de guetter le Père Noël. Les gendarmes lancent alors des recherches et procèdent à plusieurs auditions. Des habitants du village ont peut-être vu la famille cette nuit-là. Mais les enquêteurs recueillent peu d'éléments. Ils vont alors reconstituer le trajet qu'aurait pu faire la famille, un trajet de quelques kilomètres à peine. Ils ont en gros 3 km à faire. C'est une première ligne droite, passer au-dessus, par un pont au-dessus de la Charente, tourner, arriver chez eux. Enfin, c'est une route qui n'a rien de compliqué et qui n'avait même rien de compliqué à l'époque. Le seul élément, c'est que tout le monde aussi s'accorde à dire que cette nuit-là, il y avait un brouillard extrêmement épais, beaucoup de givre, qui faisait très froid et que c'est très dur de circuler. Dans ces conditions climatiques difficiles, Jacques Méchineau a peut-être perdu le contrôle de sa Simca 1100. L'accident a été envisagé. C'est aussi pour ça que la Charente, donc, pour rentrer, il fallait qu'il passe par un pont, a été sondée à ce niveau-là. À l'époque, les hommes grenouilles avaient essayé effectivement de sonder différents lieux de la Charente avec les moyens qui étaient les leurs. Ces recherches durent plusieurs jours et les plongeurs ne retrouvent aucune trace de la famille dans les eaux troubles de la Charente. Cette absence de résultats suscite des interrogations, car dans le cas d'un accident, les enquêteurs auraient forcément retrouvé un indice. Ces trajets-là, il n'y a pas de configuration géographique qui puisse permettre de disparaître comme ça, si ce n'est de poursuivre sa route et d'aller complètement ailleurs. Les enquêteurs n'ont qu'une certitude, le créneau horaire de la disparition. Depuis cette nuit de Noël, Jacques, Pierrette, Bruno et Éric Méchineau sont introuvables. Les premières recherches dans la Charente ne font que renforcer ce mystère. Face à l'absence d'indices matériels, les gendarmes vont alors tenter d'en savoir davantage sur la famille Méchineau.
Le couple vit avec ses 2 enfants à Boutier-Saint-Trojan. Une famille de la classe moyenne des années 70, avec une femme au foyer et un mari ouvrier. Mon frère travaillait à l'usine Saint-Gobain, il faisait les 3-8. Et lorsqu'il était de nuit, le jour, il travaillait, il faisait de la mécanique. Pour ses voisins, ses amis. Il travaillait tout le temps pour améliorer le budget quotidien. Jacques passe peu de temps avec son épouse. Le couple bat de l'aile. La mère de famille s'est rapprochée de l'un de ses voisins et cet homme est très rapidement devenu son amant. J'étais avec elle depuis 2 ans. Puis ça se passait bien, quoi. Ah ben c'était elle qui me cherchait, quoi, surtout. Moi j'étais court-cycliste à ce moment-là. Alors j'ai eu du temps. Ben, quand j'étais libre, quand lui était parti, ben, on se voyait, quoi. Ben, j'évitais de me faire repérer. Malgré les précautions de Maurice, Jacques Méchineau va découvrir l'infidélité de son épouse. Mon frère s'en est rendu compte quelques temps après. Et là, il est parti pour aller au travail. Comme il travaillait à l'usine Saint-Gobain, il faisait les 3-8. Il est parti, il était 3h30 du matin. Il est embauché à 4h. Donc il est parti à 3h30. Et à 4h30, il est revenu. Et il a trouvé son épouse au lit avec son plus proche voisin. Et selon certains témoignages, à l'approche de ce Noël 1972, la tension était vive entre Jacques et Pierrette. Quelques jours avant Noël, on dit qu'il y aurait eu une dispute entre Jacques et Pierrette, que Jacques aurait mis une gifle ou un coup de poing à sa femme, découvrant qu'il était un mari trompé, et qu'elle, pendant plusieurs jours, avait dû porter des lunettes et un foulard pour en cacher les traces. L'amant de Pierrette se souvient d'ailleurs l'avoir aperçue à ce moment-là. 2 jours avant, je l'ai vue, elle, et elle avait une œil au beurre noir et puis des marques de strangulation. Quoi. Alors ça qui je m'inquiétais, quoi. Maurice veut en savoir plus, mais Pierrette ne lui dit rien. Elle le rassure, elle va bien. Et puis, cette situation ne devrait pas durer. On dit également que ça devait être leur dernier Noël ensemble, que Pierrette avait prévu de passer Noël avec les enfants et son mari, et ensuite de partir avec son amant refaire sa vie. Moi, j'étais pas trop emballé, mais ça se passait bien comme ça, après tout. Mais Pierrette semblait bel et bien décidée à partir. Elle aurait pris sa décision depuis plusieurs mois déjà. Elle lui avait dit textuellement qu'elle voulait le quitter, qu'elle voulait le divorce. Et surtout, les enquêteurs découvrent que Jacques Méchineau s'est confié à son frère à ce sujet 7 mois avant la disparition de toute la famille. Il m'a dit, Jean-Paul, tu sais, si le Pierrette ne revient pas, je fais tout disparaître. Et vous ne nous retrouverez jamais. Lorsque la famille disparaît, cette phrase résonne comme une terrible prophétie. Jacques aurait donc tout prémédité. Les enquêteurs vont faire une découverte qui va conforter cette hypothèse. Méchineau aurait notamment déclaré à ses collègues si ma femme me trompe, tout le monde y passera, on ne retrouvera jamais. Une nouvelle thèse se dessine, enfin. Dès lors, une première idée qui est apparue dans le dossier, c'est celui d'un suicide collectif, car le mari semblait mal supporter l'idée que son épouse puisse la quitter. Les enquêteurs tiennent peut-être là le mobile de la disparition. Les recherches vont alors se concentrer sur la Charente, sur un périmètre élargi. Plusieurs lieux isolés vont être fouillés. Comme les carrières de Saint-Même, un véritable labyrinthe où la famille aurait pu disparaître à jamais. Pour l'époque, de très importants moyens vont être déployés. Les hélicoptères n'étaient pas fréquents dans notre ciel local. À ce moment-là, on a commencé à voir survol de la Charente et d'autres zones par hélicoptère. Dans le village, l'affaire ne passe pas inaperçue. Comme aucune des fouilles ne permet de résoudre l'énigme, les thèses les plus folles sont envisagées.
Chacun y est allé de sa supputation. Ouais, mais ils cherchent pas où il faut, à mon point de vue, ils sont là. Bon, tout de suite, chacun pense à la Charente, les premiers trous qui à côté. Donc il y a eu tout un tas d'hypothèses qui ont été évoquées par les uns et par les autres sur cette disparition. Il y a même qui évoquait les extraterrestres. Des radiesthésistes, aidés de leur pendule, sont quant à eux persuadés d'avoir retrouvé la famille. L'un d'entre eux déclare même qu'elle a péri dans la Charente. Il indique un lieu précis. Les enquêteurs vérifient cette ultime piste, mais ne trouvent aucune trace de la famille. C'est là que cette disparition devient entre guillemets un mythe dans la région, dans la mesure où on n'a jamais retrouvé. C'est des fantômes dans le Cognaçais. Pas une trace, pas un indice, mais rien qui ne permette de dire que la famille a connu un destin tragique ou bien qu'elle est toujours en vie. Pour certains, cette absence de traces signifie tout simplement que la famille est partie, qu'elle a refait sa vie bien loin du petit village de Boutier-Saint-Trojan et des rumeurs de divorce qui entourent le couple. J'espère, je suppose, j'y pense tous les jours, je pense qu'il a dû s'en aller à l'étranger. Sur un coup de tête, je pense qu'il était capable de partir. Pour couper court, eh ben, il est parti, comme ça, il n'y a plus de bruit ici, plus rien en France, et puis voilà. Jacques Méchineau a peut-être opté pour cette solution en entraînant avec lui toute sa famille. D'autant qu'en 1972, de nombreux citoyens français ont tendance à s'expatrier. Il y avait deux pays où les migrations étaient fortes, c'était l'Australie et le Canada. Et il y avait des petites annonces qui paraissaient dans des journaux et qui disaient immigrer en Australie ou immigrer au Canada. Pierrette se serait même confiée à son amant plusieurs mois avant la disparition sur les intentions de Jacques. Oui, Pierrette m'avait dit qu'elle voulait partir en Australie, qu'il voulait partir en Australie. Et elle n'était pas trop d'accord de partir. Ben oui, le problème était là, aussi. Et là, il y a un copain de Saint-Gobain qui est parti lui aussi, qui est parti en Australie. Alors, il avait envie de le rejoindre là-bas, ça c'était tout prévu. Un scénario que Jacques aurait pu préparer depuis longtemps, notamment en mettant de l'argent de côté. Beaucoup de personnes, c'est pareil, vu qu'on n'a jamais retrouvé l'argent, disent que Jacques travaillait beaucoup au black le week-end en faisant de la mécanique et qu'il avait une forte somme d'argent liquide chez lui. Cette somme n'a jamais été retrouvée et personne ne peut dire « oui, j'ai vu cette somme d'argent tel jour ». Certains parlent de 50 000 francs. 50 000 francs à l'époque, c'était 4 ans de SMIC. J'avais refait le calcul à un moment. C'était énorme. Les enquêteurs décident alors de vérifier les comptes bancaires du couple. À l'époque, bien évidemment, les gendarmes se sont intéressés de savoir s'il y avait eu des mouvements sur les comptes bancaires, tout naturellement, comme on le ferait aujourd'hui. Et effectivement, tout est resté figé, y compris le compte bancaire. Mais la famille aurait aussi pu vouloir couper tout lien avec son passé et se reconstruire une vie à l'étranger, peut-être même sous une nouvelle identité. Ce serait étrange qu'un couple aussi simple réussisse à disparaître de manière aussi parfaite. Donc il leur faudrait des faux papiers, il faudrait que les enfants ne recherchent jamais leurs origines, entre guillemets, ou leur famille, qu'ils se mettent à parler étranger très vite, qu'ils trouvent un travail à l'étranger pour survivre, et qu'on n'ait aucune trace d'eux à toutes les frontières. Mais là encore, aucun élément ne peut conforter la piste d'un départ volontaire. En fait, plus on avance dans ce dossier, et plus on se rend compte que finalement, on ne sait rien. Comment peut-on disparaître sans laisser de traces? Le dossier n'est pas classé pour autant. Il est mis de côté dans l'attente d'indices qui permettraient enfin de privilégier une piste. Car les fantômes des disparus rôdent toujours dans l'esprit des habitants. En septembre 95, un dimanche matin, un pêcheur est venu me voir pour me dire qu'il avait trouvé quelque chose de bizarre au bout de sa ligne. Et donc à cet endroit-là, lui il était très ému, il pensait qu'il avait pêché un crâne d'enfant.
Ensemble, ils font alors le lien avec les enfants de Jacques et Pierrette Méchineau. Ça pourrait être soit Bruno, soit Eric. Et les gendarmes de l'époque, donc en 95, eux optent plutôt pour un crâne d'oiseau. Une piste potentielle qui finalement s'écroule aussitôt. Les années passent et l'enquête n'avance pas. 40 ans après la disparition de Jacques, Pierrette, Bruno et Eric, leurs proches restent hantés par leurs souvenirs. Ils attendent des réponses. On y pense tous les ans à Noël. Il faut se dire qu'une famille complète, on ne peut pas faire deuil d'une famille sans avoir rien retrouvé. Tous les ans, les gens qui ont des décès, tous les ans, pour la Toussaint, on va porter des chrysanthèmes. Nous, où ? Où est-ce qu'on va porter le pot de chrysanthèmes ? Face à la détresse de la famille des disparus, en novembre 2011, un procureur décide de reprendre l'enquête dans l'espoir de percer, enfin, le mystère. Si le procureur a donné son accord à la reprise d'investigations plus poussées, la justice n'est plus en mesure aujourd'hui d'engager des poursuites dans ce dossier. Et au niveau judiciaire, tout est prescrit depuis fort longtemps, puisque l'action publique est prescrite par-delà de 10 ans. L'opération est baptisée Brunerie 47, contraction des prénoms des enfants de la famille, Bruno et Eric, et de leurs âges. Les gendarmes vont commencer par établir une cartographie des lieux fouillés à l'époque. À partir de ces zones, on a dégagé des compléments de recherche dans certains lieux où effectivement cela pouvait être difficile d'exploration à l'époque. On a également rajouté des lieux qui n'avaient pas été sondés et également des lieux auxquels à l'époque les investigateurs n'avaient pas pensé, mais qui méritaient quand même d'être sondés de manière à fermer définitivement toutes les portes. Car durant toutes ces années, les enquêteurs ont également reçu de nombreux courriers indiquant de nouvelles pistes. En 2003 notamment, un mystérieux corbeau s'était manifesté. Selon lui, la famille avait été tuée et les corps enterrés dans le terrain d'une propriété de Boutier-Saint-Trojan. Les enquêteurs profitent de l'opération pour vérifier ces dires. Ils sont arrivés dans cette propriété qui était à l'abandon depuis une trentaine d'années. Il a fallu débroussailler, ensuite sonder, il y a 2 puits, je crois qu'ils ont sondé les puits, démoli des dalles en béton pour regarder éventuellement ce qu'il y avait dessous. Cette maison désignée par le corbeau de 2003, aujourd'hui on sait qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans son sol, que les corps n'y ont pas été enterrés. Une fois ces pistes écartées, les gendarmes sondent les étangs et la Charente sur une quinzaine de kilomètres. Pour cela, ils utilisent un outil récent, très performant, qui permet de voir à 60 mètres sous l'eau. Un appareil qui facilite ainsi le travail des plongeurs. Aujourd'hui, grâce au radar submarine dont dispose la gendarmerie, en quelques instants, en un balayage à une vitesse de quelques nœuds, il est possible tout de suite d'identifier la présence d'objets, d'épaves, de véhicules qui présentent des échos très caractéristiques. Et très rapidement, le radar permet de localiser une voiture immergée au fond de l'eau. Les plongeurs vérifient s'il s'agit de la Simca 1100 des Méchineau. Ils ont retrouvé des voitures volées. Ils n'ont pas trouvé de Simca 1100 Grenat ni 4 corps correspondant à ceux des Méchineau. La seule conclusion que l'on peut faire, c'est que le véhicule ne s'y trouve pas. Après le reste, le radar, ce n'est pas non plus une boule de cristal qui permettrait d'obtenir les réponses à toutes les questions. Pour compléter ces recherches, les gendarmes ouvrent alors une adresse mail. Elle est destinée à recueillir de nouveaux renseignements sur cette affaire hors du commun. Les disparus de Boutier dans le village, dans la région de Cognac, c'est quasiment devenu un mythe. Enfin, en 40 ans, c'est l'affaire de la région. Tout y est. Tout y est. La soirée de Noël, des enfants,
Le temps effectivement très, très particulier de cette nuit-là, et puis ensuite la durée et le blackout, le silence, quoi. Depuis ce soir de Noël 1972, la disparition de Jacques, Pierrette, Bruno et Éric demeure une énigme. Au niveau même des annales judiciaires françaises, nous sommes pratiquement dans un cas d'exception, car dans toutes les affaires de disparition, notamment disparition familiale, il y a toujours un élément qui est apparu ou quelque chose qui est intervenu. Là, c'est vraiment un cas particulier où aucun élément n'intervient depuis ce soir de Noël. Sans la moindre trace, la justice ne peut dire si les Méchineaux sont vivants ou morts. Comme au premier jour de l'enquête, ils sont disparus. À tel point que s'ils réapparaissaient, simplement, ils pourraient retrouver, d'une part, la jouissance de leurs biens, qui certes ont disparu, mais ils seraient en capacité de les réclamer, mais aussi de réintégrer leur commune, d'aller voter. On ne les a pas radiés de la liste électorale. On aurait pu le faire. On les a pas par principe, quoi. Non pas que je m'attende à ce qu'un jour ils viennent voter. J'y crois pas. Enfin, ceci dit, j'ai toujours dit à mes collègues, si je suis pas au bureau de vote quand les Méchineaux viennent voter, soyez quand même gentils, prévenez-moi. Alors, près de 40 ans après, les proches, en l'absence de preuves, se raccrochent à la piste d'un départ volontaire. Le fait que la gendarmerie n'ait rien retrouvé, ça confirme bien mon intuition qu'ils soient partis à l'étranger. On pense qu'on n'aura jamais un signe d'eux parce qu'ils sont partis à l'étranger. S'ils sont partis à l'étranger, les enfants ont refait leur vie là-bas surtout. J'espère qu'ils sont toujours là, qu'ils sont en quelque part et qu'ils sont heureux. C'est tout ce que je peux souhaiter. Impossible aujourd'hui pourtant de savoir ce qu'est devenue cette famille. En attendant, l'opération de recherche des gendarmes s'est poursuivie tout au long de l'année 2012, afin de trouver un début d'indice qui permettrait peut-être de dénouer les fils de cette énigme, vieille de 40 ans.